de retour dans l'Africa Newsroom. Nous sommes toujours en compagnie de Raphaël Goma, enseignant-chercheur à l'Université Paris 13 Ville-Talleuse, et M. Kabiné Fofana, analyste politique. On continue de débattre de l'actualité africaine et tout de suite le grand angle. Des centaines de Kenyans dans les rues de Nairobi ce jeudi matin, notamment devant la Cour suprême, mais aussi devant le Parlement. Manifestation contre la corruption, véritable fléau au Kenya. Dernière affaire en date, un détournement qui frôle les 100 millions de dollars au sein de la NYS, le service national de la jeunesse. Deogracias Podo nous en dit plus. Les autorités kenyanes ont accusé lundi 28 mai 2018 54 personnes d'avoir détourné près de 100 millions de dollars de fonds publics à la suite d'une enquête pour corruption. Parmi les accusés se trouvent des fonctionnaires et des chefs d'entreprise, dont le dirigeant du service national de la jeunesse, plusieurs comptables travaillant au sein d'agences gouvernementales et aussi le responsable de l'audit interne du Trésor public kényan. Selon le procureur général, 20 personnes ont été placées en détention. Leur procès s'est ouvert mardi 29 mai. Ils devront répondre de plusieurs chefs d'accusation, dont celui d'abus de pouvoir. En plus des poursuites, nous cherchons à récupérer les produits de la criminalité, ainsi qu'à établir le statut fiscal des entreprises et des personnes impliquées dans les crimes. En attendant, plusieurs comptes bancaires vers lesquels les fonds ont été canalisés ont été gelés. Mon bureau travaille avec le directeur des enquêtes criminelles et l'agence de recouvrement des avoirs à cet égard. Au fur et à mesure que les enquêtes se poursuivent, plus de suspects risquent d'être inculpés. L'enquête menée par le bureau du procureur général et la police kenyane a révélé que les fonds avaient été détournés grâce à de fausses factures et de nombreux paiements facturés aux mêmes fournisseurs. Cette opération intervient après la recrudescence des critiques visant le gouvernement, notamment sur les réseaux sociaux, sur l'absence de hauts responsables dans les affaires de corruption. À moins de voir les gros poissons avec des peines d'emprisonnement détaillées, par exemple 5 ans, 10 ans, alors nous verrons que le gouvernement fonctionne vraiment. Pour l'instant, ce n'est pas encore arrivé, mais nous avons vu de petits délinquants comme des gens qui volent du poulet ici et là. Ils sont condamnés à 15 ans de prison. Mais les gens qui disparaissent avec des milliards de shillings, conduisent des Range Rover et vivent dans des quartiers très chics, rien n'est fait. Living in very posh areas, nothing is done. Pour beaucoup de Kenyans, le montant prétendument détourné par les agents du service de la jeunesse ne serait qu'une fraction du montant total de l'argent public détourné chaque année par les fonctionnaires. Le service national de la jeunesse ciblé forme les jeunes et les déploie sur des projets allant de la construction au contrôle du trafic. Depuis janvier 2018, une vingtaine de ces fonctionnaires ont déjà été acquittés après un procès sur le prétendu vol de 48 millions de shillings en 2015. Alors effectivement, un premier scandale avait éclaté en 2015 après la disparition de 7 millions de dollars. C'est énorme. Le service national de la jeunesse est véritablement miné par la corruption. Kabiné Fofana. Oui, mais comme on l'a suivi dans le reportage, ce n'est pas une première. Déjà en 2015, il y a eu des détournements. Mais de l'avis général des Kenyans, c'est que jamais les poursuites n'ont permis d'identifier les coupables. Et après, ça relance un peu la question sur l'orthodoxie en termes de finances publiques et tout. La possibilité que la justice a inculpé disons, à faire traduire devant la justice des commis de l'État qui se permettraient de telles forfaitures, c'est quand même énorme, près d'une centaine de millions d'euros, lorsque quelques poignées de gens s'en accaparent ainsi, alors que c'est un service qui quand même doit permettre de trouver du travail pour les jeunes, mettre en place des actions publiques dans ce sens. Ça montre combien de fois ce pays aujourd'hui est un pays perçu comme étant corrompu. Et d'ailleurs, le Transparency International indexe le pays comme étant des 50 premiers pays les plus corrompus au monde. Ça dit long sur ce que c'est un peu la corruption dans ce pays. Alors, 143e sur 180, voilà le positionnement du Kenya dans le classement annuel de Transparency International. Donc là, cette affaire, c'est finalement l'arbre qui cache la forêt, Raphaël Goma. Oui, c'est l'arbre qui cache la forêt, certes, mais disons que, effectivement, la corruption, en fait, c'est le serpent de mer des pays africains. Parce que la corruption, disons, entrave la prospérité, entrave le développement
d'une manière générale. Et malheureusement, cela se fait à un haut niveau. On traque les fonctionnaires aujourd'hui, mais il faut déjà aller au sommet de l'État. Parce qu'il y a eu scandale en 2015. Combien ont été condamnés? Ils sont poursuivis, certes, mais à la fin. Mais je me réjouis aujourd'hui que le président Ourou fasse vraiment de la corruption, comme il avait déjà dit mais qu'il aille aux actes aujourd'hui. Je crois que qu'il passe aux actes, je voulais dire aujourd'hui, je crois que c'est un fait. Mais seulement ce que je demande, c'est que cela se fasse à tous les niveaux. Parce qu'aujourd'hui, le Kenya est dans une situation difficile. Donc il faudra que l'argent rentre. Et je crois que c'est leur préoccupation. Et je pense que ça se fait à l'image de ce qui se fait au Nigeria. N'oublions pas qu'au Nigeria, ils sont en train de récupérer des masses d'argent que les dignitaires, les anciens dignitaires et même ceux qui sont encore en place ont amassé dans des banques telles que les Panama Papers et je ne sais pas que sais-je encore. Mais ça se passe à toutes les échelles en Afrique. Ça se passe au Congo-Brazzaville, où tout un clan, du père aux enfants, s'accapare de la richesse du pays jusqu'à mettre le pays dans une situation de banqueroute. Et je pense que l'exemple du Kenya doit être suivi, mais que les gens soient traduits directement devant les tribunaux et qu'ils paient et qu'on rapatrie l'argent. Cabinet Fofana, alors il n'y a pas eu de poursuite, il y a eu des poursuites, mais pas de condamnation en 2015. Est-ce que là, éventuellement, il pourrait y avoir des décisions un peu plus importantes que celles prises dans le passé en termes de lutte contre la corruption? Mais ça y va de l'intérêt du président de la République et de l'image que les Kenyans ont aujourd'hui de ce pays en termes de répression contre la corruption. Ce qui complique un peu ce type de système, c'est en fait l'implication d'agences à plusieurs niveaux. Donc c'est une sorte d'organisation à plusieurs niveaux qui fait que les entrepreneurs, ils sont dedans, ils émargent des dépenses qui ne sont jamais effectuées, mais c'est vraiment extrêmement grave ce qui se passe, parce que si les niveaux d'implication sont aussi importants que ces entrepreneurs qui sont censés en fait faire des travaux pour lesquels ils sont payés, mais après voilà, si les commis de l'État eux-mêmes ne donnent pas l'exemple, c'est pas des entrepreneurs qui diront oui, nous allons être un peu orthodoxes au point de faire exactement ce pourquoi nous avons été commis. Ne nous voilons pas la face, il s'agit d'une mafia organisée. Ouais. C'est une mafia. Il n'y a rien à dire, c'est une mafia organisée. C'est-à-dire que, comme il a su le dire, c'est plusieurs organismes, aussi bien, disons, les entrepreneurs, l'État, enfin les commis de l'État, les agents de douane, les contrôleurs financiers, ainsi de suite. Tous sont dans une mafia. Et cette mafia, croyez-moi, quand vous allez toucher dans la poudrière, vous risquez parfois d'y laisser la vie. Hein. C'est comme dans la contrebande de stupéfiants. C'est-à-dire que lorsque vous voulez démanteler un réseau, finalement, soit vous y laissez votre peau, soit alors vous renoncez. Et c'est peut-être pour ça qu'en 2015, il n'y a pas eu de condamnations. Je doute fort qu'il y ait des condamnations. Ou encore, il y aura des condamnations, mais c'est disons des personnes de bas niveau qui vont être condamnées. Mais les gros bonnets, comme on le dit, eux, ils ne seront pas inquiétés, puisqu'ils auront le parapluie étatique. Ou d'ailleurs, peut-être que on en parlera juste au moment où les réseaux sociaux et la presse va se taire là-dessus, et puis on va mettre ça au terroir. Parce que le plus souvent, c'est comme ça. Quand il y a des scènes de corruption comme ça, c'est repris dans la presse, notamment via les réseaux sociaux. Quand même, le Kenya est un pays assez intégré en termes du numérique. Et après, dès qu'on cessera de trouver ça dans les fils d'actualité des internautes, et sûrement qu'on se taira là-dessus, surtout si les implications sont jusqu'au niveau du parti au pouvoir et des gros bonnets qui sont propriétaires d'entreprises ou qui sont fonctionnaires, ça rend la situation assez compliquée. Parce que si c'est seulement le chef de l'État qui se retrouve dans une disposition où c'est que lui seul qui est bien, tout le reste est corrompu, je ne vois pas jusqu'où il pourra faire prospérer son action. Alors là, on parle quand même de 4... Alors on parle
tantôt de 90 millions de dollars, mais aussi 100 millions. Donc là, c'est quasiment la moitié du budget de fonctionnement de ce service national de la jeunesse qui dispose environ de 215 millions de dollars chaque année. Donc carrément la moitié du budget qui est parti, qui a été dans les voies de la corruption. Ça montre aussi quand même les failles du système, les failles de l'État qui n'a pas du coup une politique pour surveiller les entrées, les sorties des différents budgets, Raphaël Goma. Oui, ça montre les failles de l'État, mais je dirais plutôt que ça montre la complicité de l'État, parce qu'on ne peut pas faire disparaître autant d'argent sans qu'il n'y ait, disons, un organe quelque part qui aurait vu le passage de cet argent-là. Non, c'est trop grotesque pour dire que c'est de la faille de l'État. C'est une complicité tout simplement de l'État. Je le disais tantôt, c'est une mafia organisée. Et donc, moi, ça ne m'étonne pas. Ce n'est pas le premier pays. Hein. Ça se fait au Cameroun, ça se fait au Congo-Brazzaville, ça se fait au Gabon. En fait, c'est ces gens-là. Moi, je pense qu'il faut qu'on arrive à un moment donné où les responsables politiques et les hauts fonctionnaires, quand ils arrivent en fonction, et au sortir de leur fonction, déjà quand ils arrivent, qu'on essaie de recenser les biens qu'ils ont et leur capacité financière, et quand ils ressortent, qu'on essaie de voir qu'est-ce qu'ils ont amassé. Et comme ça, on pourra... C'est si simple que ça, c'est un contrôle tout simplement. Ça peut se faire. Et ça se fait ailleurs. Pourquoi ça ne se ferait pas dans ces États? Mais ça ne se fait pas dans ces États tout simplement parce que, disons que les autorités politiques sont responsables. En fait, c'est en contrepartie. Parce que celui qui prend les 100 millions, croyez-vous que ces 100 millions sont restés dans la poche d'une seule personne? Non! On arrose tout le monde pour que tout le monde se taise et pour que tout le monde ne voit rien. Donc, on n'a rien vu. Une chaîne, finalement, cabinet Fofana. Raphaël Goma parle de complicité. Non, mais ça ne peut être que ça, parce qu'il y a au sein de l'État des organes censés faire le contrôle de l'action publique de l'État, notamment dans le cadre des finances publiques. Il doit sûrement y avoir une Cour des comptes qui existe, qui fait une évaluation en amont et en aval de toutes les transactions, toutes les actions en termes de fiscalité, en termes de finances. Et si aujourd'hui, déjà en 2015, il y a eu une première magouille, c'est resté ainsi, en principe, ce qui arrive aujourd'hui ne devait pas arriver si on avait pris des actions de répression en amont. Alors, si on peut manger plus de la moitié, près de la moitié du budget d'un service aussi important que le service national de la jeunesse, ça veut dire que les implications sont profondes et c'est à tous les niveaux. Et ça complique justement le problème parce que si les organes chargés de faire respecter la loi et qui doivent réprimer des comportements irrévérencieux de la sorte, si eux, ils ne peuvent pas prendre des décisions, ils sont impliqués, on ne voit pas jusqu'où on pourrait faire cesser les magouilles. Alors, on a eu en tout cas une manifestation dans les rues de Nairobi ce matin. Alors là, la population attend des résultats probants. Et la population a parfaitement raison, parce qu'en fait, c'est un vol commis contre le peuple. C'est un vol contre la population. Et donc, c'est normal que la population descende dans la rue pour demander des comptes. Et ils attendent impatiemment qu'on leur dise réellement ce qu'est devenu cet argent-là. Dans quelle banque cet argent se trouve? Comment cet argent peut se volatiliser comme ça, la moitié du budget, disons, d'un organisme? Ce n'est pas possible. Et je crois que c'est leur droit que les populations descendent dans la rue, puisque c'est un vol qui a été commis contre eux. Et en plus de la population, il y a un communiqué des représentations diplomatiques à Nairobi qui ont salué cette action du président de la République et qui ont demandé à ce que l'action soit menée à terme, que des poursuites soient faites et que des gens soient sanctionnés. Je pense que ça pourrait aussi permettre de mettre la pression et d'amener le chef de l'État à instruire des actions contre ce qui se passe. Parce que c'est quand même difficile que des pays aussi à ressources limitées, que quelques poignées de personnes s'en accaparent comme ça de l'argent et qui se la coulent douce sans qu'il n'y ait aucune inquiétude. C'est compliqué. Les populations sont là, elles n'ont pas ce qu'il faut en termes de besoins minimum. C'est difficile de comprendre. Alors, attente de véritables résultats dans cette affaire, d'autant plus que le pays se rappelle d'une longue crise post-électorale avec
une remise en question, une remise en cause très profonde de la réélection du président Uhuru Kenyatta? Oui, effectivement, parce que le pays sort d'une crise politique, on appelle ça crise électorale, mais c'est une crise politique. Il a fallu des compromis pour qu'on reconnaisse enfin, disons, ces résultats-là. Et les populations ne sont pas dupes. Donc, ils veulent vraiment que la vérité éclate. Mais moi, je suis persuadé que si la vérité éclatait, c'est-à-dire que si on allait au bout de la logique, disons, des poursuites, il y aura au niveau de l'État, du haut sommet, des gens qui vont être éclaboussés. Ça, j'en suis sûr. Cabinet Fofana, ça peut avoir des incidences dans la suite du nouveau mandat du président Uhuru Kenyatta, cette affaire, quand on connaît la colère qu'on a pu observer durant la crise post-électorale? Oui, sauf que dans ce cas, ça ne peut être possible que quand il y a une implication en fait de l'opposition, parce que la dernière fois qu'on a pu le faire bousculer un peu, c'est lorsqu'il y a eu la forte présence de l'opposition. Après, est-ce qu'aujourd'hui l'opposition s'est fortement impliquée dans cette bataille? Et si toutefois cela arrivait, ça pouvait l'amener un peu à changer. Et aujourd'hui, vu que les populations sont assez révoltées, il y a des manifestations qui sont faites, je pense qu'il a tout intérêt à faire régner la sérénité et à faire traduire ceux qui sont faits coupables de ces malversations. Merci à tous les deux pour votre éclairage. On marque une très courte pause. Restez avec nous pour la troisième et dernière partie de l'Africa Newsroom. À tout de suite.